Rebonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. On en espérait pas autant, mais on est super contents. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir. Donc, dans un premier temps, ce que je propose, c'est que je vais me présenter moi et le FLOD. Et dans un second temps, je donnerai donc la parole à Flore. Donc, je suis Carole, directrice coordinatrice du festival Lyon Zéro Déchet. Donc, le festival Lyon Zéro Déchet, il a été créé en 2019 suite à l'événement qui portait le même nom et qui a été créé en fait par un collectif d'associations, par 8 associations partenaires et rejoint par environ 150 citoyens bénévoles. Et c'est suite à ce premier événement qui s'est tenu en mai 2019 qu'on a décidé de créer l'association qui porte le même nom. Notre vocation en tant qu'association, c'est de sensibiliser et de rendre accessible le zéro déchet à tous les habitants de la métropole de Lyon et de construire avec les acteurs en faveur de la réduction des déchets sur le territoire et les citoyens une métropole zéro déchet. Donc, habituellement, on a un grand événement qui est en mai, au printemps. L'an dernier, donc, on a les images qui s'affichent à l'écran, c'était au parc des Bergeronnes Sud et à la Maison de l'Environnement. L'événement avait permis d'accueillir à peu près 1000 visiteurs, donc c'était super le temps d'un week-end. Sauf que cette année, c'était prévu au même endroit, à peu près à la même temporalité, donc en mai. Mais avec l'épidémie, évidemment, on a dû le remodeler et le transformer pour qu'en fait, il soit étalé sur tout l'été et par des petites actions pour ne pas mobiliser tout le monde au même moment, à un même endroit, ce qui serait vraiment pas favorable en ces temps-ci. Pour cet été, du coup, on a eu 4 conférences. On va avoir la 4e ce soir avec le mirage du recyclage. Pour la suite du programme, on aura la semaine prochaine une foire aux questions zéro déchet animée par l'équipe du festival. On vous dévoile cette programmation pour la première fois d'ailleurs, donc c'est un peu c'est inédit. On aura une lecture découverte à la fin du mois, le 30 juillet, au Parc de la Tête d'Or, du livre Famille presque zéro déchet. Et au mois d'août, tous les samedis à 14 h, on fera des balades urbaines zéro déchet de différents quartiers de Lyon. Voilà. Donc, tout ça, c'est des activités qu'on fait à prix libre, en fait, pour permettre à tous de pouvoir accéder au contenu et rendre vraiment accessible la démarche. Et donc, il faut que, si possible, jouer le jeu, en fait, pour que nous, on puisse continuer à proposer ces activités au grand public. Enfin, pour la fin de l'année, on a prévu 2 petites éditions. Une à Rélieu-la-Pape, qui est au nord-est de Lyon, et une à Craponne, qui est à l'ouest de Lyon. Donc, c'est le 7 novembre et le 28 novembre. Et donc, si vous habitez dans le coin, c'est l'occasion pour vous de venir découvrir les initiatives locales autour de ces 2 communes. Et je laisse la parole à Flore Berlingen, qui est directrice de l'association Zero Waste France. Et là, je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Flore Berlingen. Je travaille pour l'association Zero Waste France, qui est donc une association nationale qui travaille sur la question des déchets et du gaspillage depuis plus de 20 ans. Elle a été créée sous le nom de CNID, Centre national d'information indépendante sur les déchets. Et puis, elle a changé de nom il y a quelques années pour devenir Zero Waste France. Et donc, c'est une association qui mène des actions de plaidoyer, de lobbying, sur le plan politique, qui mène aussi des actions de sensibilisation, de mobilisation du public, qui mène aussi des actions d'information, de décryptage des sujets déchets et notamment des sujets les plus complexes. On a plusieurs publications régulières ou ponctuelles, des guides pratiques que vous pouvez trouver en téléchargement sur notre site, et puis aussi de temps en temps des livres, des ouvrages un peu plus approfondis. On a publié par exemple le Territoire Zero Waste. Pour ceux qui s'intéresseraient à l'application de la démarche zéro déchet sur les territoires, c'était un peu notre livre programme pour les municipales. Et puis là, plus récemment, je viens d'achever la rédaction et donc de ce livre qui s'appelle Recyclage, le grand enfumage quand l'économie circulaire devient la Libye du jetable. Et c'est la raison pour laquelle on organise cette conférence sur ce sujet-là aujourd'hui. Et je remercie d'ailleurs beaucoup le festival de m'avoir proposé de le faire et d'avoir
accepté avec enthousiasme ce sujet un petit peu polémique. Et voilà, donc pour vous donner un petit aperçu très rapide des actions de l'association. Mais je vais venir maintenant au cœur du sujet. Donc ce sujet du recyclage, pour déjà commencer en guise d'introduction. Alors j'essaye en même temps de passer les slides sans me tromper. Pardon. Oui, toujours un petit temps de latence. Mais normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, en guise d'introduction, la question de pourquoi ce sujet, en fait, pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet, cette question, pourquoi poser cette question, pourquoi mettre les pieds dans le plat aussi, avec un questionnement, une remise en question du recyclage. Eh bien, ça part tout simplement de nos observations de terrain depuis plusieurs années. On observe que la hiérarchie de traitement des déchets, qui est quelque chose d'officiel, c'est dans la législation française et européenne, et la hiérarchie de traitement veut que l'on priorise la prévention, c'est-à-dire la réduction des déchets à la source sur le recyclage, et que l'on priorise le recyclage sur l'incinération et la mise en décharge des déchets, bien entendu. Cette hiérarchie de traitement des déchets, qui donne la priorité à la réduction, eh bien, dans la pratique, elle n'est pas systématiquement appliquée, elle est même rarement appliquée vraiment. Et que nous et d'autres acteurs, beaucoup d'autres acteurs, depuis des années avons répété qu'il fallait prioriser la réduction, que c'était le seul moyen d'avoir une vision et une politique vraiment soutenable à long terme en matière de ressources et de production de déchets. Mais voilà, force est de constater que ce message, ce rappel, il n'est pas suffisamment entendu et qu'il y a aujourd'hui peut-être même une dérive dans la promotion du recyclage qui fait que à force d'associer uniquement des aspects positifs au recyclage et de le présenter comme la solution, eh bien on en vient à oublier un peu la prévention ou en tout cas à ne pas mettre les moyens suffisants dans la prévention. Donc des effets potentiellement contre-productifs à moyen long terme. Donc pour nous, il y avait vraiment une forme d'urgence à agir face à cet écueil et face à l'instrumentalisation du recyclage qui peut exister aussi. Et donc, on a choisi d'aller un cran plus loin par rapport à notre discours habituel qui était celui de dire attention, le recyclage c'est bien, mais ça suffit pas. On a décidé d'aller un cran plus loin en disant attention à ne pas tomber dans le côté contre-productif en mettant tous nos œufs dans le panier du recyclage. Voilà. Alors, je vais développer un peu deux parties dans cette conférence, revenir sur les limites du recyclage, hein, pourquoi ça n'est pas la solution, ou la solution suffisante en tout cas, et puis après, développer un peu ces risques et effets pervers de la politique du tout recyclage. Pour répondre à une question que j'ai vu passer dans le fil, oui, bien sûr, pas de souci pour partager le support de présentation après la conférence. Alors, donc, j'attaque tout de suite avec les limites du recyclage. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, juste pour, avant de détailler les différents types de limites, reparler des différentes conditions pour que le recyclage soit effectif. En fait, pour qu'il y ait recyclage, pour un emballage ou pour un objet, il faut réunir vraiment beaucoup de conditions différentes. Il faut évidemment que le matériau choisi ou les matériaux choisis soient recyclables. Et ça veut dire quoi un matériau recyclable? Ça veut dire qu'il faut qu'il existe une technologie de recyclage, mais il faut aussi qu'il existe une filière des acteurs économiques derrière qui soient en mesure de le mettre en œuvre. Parce qu'il ne suffit pas que la technologie existe, le procédé existe en laboratoire, il faut que ça existe aussi sur le terrain, à grande échelle. Et c'est là que le bas blesse parfois parce que tous les procédés ne sont pas viables à l'échelle industrielle, tous les dispositifs de recyclage ne sont pas rentables, etc. Donc, il faut réunir toutes ces conditions pour que la filière existe. Et même quand la filière existe, il faut aussi penser à d'autres aspects opérationnels qui sont la collecte, le tri et la collecte des déchets, parce qu'évidemment, sans le tri et sans le dispositif de collecte, on ne peut pas recycler, on n'a pas le gisement. Et ensuite, si on va encore plus dans le détail, non seulement il faut qu'il y ait une collecte, il faut qu'il y ait un tri, mais il faut que tout ça soit de bonne qualité.
Parce que si vous n'avez pas un flux homogène, eh ben, le recyclage ne pourra pas être de bonne qualité derrière. Bref, je balaye, on va revenir un peu dans le détail de chacune de ces conditions, mais c'était pour dire, pour conclure cette introduction et plutôt introduire la partie sur les limites du recyclage, en fait, il y a plein de conditions différentes à réunir sur différents aspects, à la fois techniques et opérationnels. Donc, je vais les distinguer. Je vais d'abord parler de l'opérationnel et ensuite revenir sur les limites vraiment techniques et physiques même. Et qu'en tout cas, on ne peut pas se contenter de dire si le recyclage en France, ça ne marche pas, c'est de la faute des gens parce qu'ils ne trient pas. Ça, c'est une idée reçue contre laquelle on bataille beaucoup, parce que bien sûr, il y a une part de vérité, parce que s'il n'y a pas de tri, il n'y a pas de recyclage. Donc forcément, c'est une condition sine qua non. Mais ça n'est pas la seule condition, c'est loin d'être le cas. Et donc, il ne faut pas non plus tomber dans ce biais qui consisterait à dire que tout repose uniquement sur le citoyen et le fameux geste de tri. Voilà. Donc, ces précisions étant faites, je reviens sur les limites du recyclage en tant que système aujourd'hui. Ah, il y a peut-être un micro qui a été allumé. J'entends quelques interférences. Donc, les limites du recyclage, les limites opérationnelles, c'est-à-dire les limites du recyclage en tant que système. Et puis après, on verra les limites du recyclage en tant que technique. Alors, pour identifier quelques limites, pointer quelques limites, il faut d'abord peut-être rappeler comment fonctionne le recyclage aujourd'hui en France. Et alors, c'est vrai qu'on dit le recyclage, mais en fait, il faudrait dire les recyclages, puisqu'il y a des filières spécifiques à chaque matériau et chaque type d'objet. Aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne en France pour les déchets ménagers, c'est sous le régime des filières REP. REP, ça veut dire responsabilité élargie du producteur. C'est un principe qui est rentré dans la loi française et européenne en 1975. Qui se rapproche du principe pollueur-payeur dans le langage courant, et qui en fait vise à responsabiliser, c'est-à-dire donner la charge de la fin de vie des produits, des emballages, aux personnes, enfin aux structures, aux entreprises qui mettent sur le marché ces produits. Donc voilà, c'est assumer la responsabilité à partir du moment où on met sur le marché un produit en emballage, assumer jusqu'au bout sa responsabilité jusqu'à ce que l'objet ou l'emballage devienne un déchet. Et donc participer financièrement à sa prise en charge. Ce système de responsabilité élargie du producteur, ce principe plutôt, il est resté un peu lettre morte pendant quelques années, même presque 2 décennies, parce que voilà, il n'y avait pas de dispositif concret qui avait été mis en place pour assurer cette participation financière des metteurs sur le marché. Dans les années 90, se sont constitués des éco-organismes pour gérer collectivement cette prise en charge financière. Ça a commencé avec les emballages. Donc, les producteurs d'emballages, ensemble, ont constitué l'éco-organisme qui s'appelait Éco-emballage et qui est devenu Citeo, pour collecter les éco-contributions. Alors, c'est quelque chose d'obligatoire. Faut quand même rappeler qu'ils n'ont pas fait ça volontairement, enfin juste spontanément. C'est pour répondre à une contrainte réglementaire. Mais donc voilà, ces éco-organismes collectent les éco-contributions d'un côté producteur, metteur sur le marché, et ensuite redistribuent cet argent, alors soit aux collectivités locales, donc c'est le cas pour les emballages, pour mettre en place tout le système de collecte, les centres de tri, etc. Soit directement par exemple dans la filière textile, l'argent va être directement redirigé vers les opérateurs de tri et de recyclage textile. Et voilà, et c'est censé avoir à la fois un effet financier, c'est-à-dire alléger la charge notamment des collectivités locales qui se retrouvaient quand même à devoir assumer une quantité grandissante de déchets. Donc, c'est une participation concrète à leur budget. Mais le système a aussi, en théorie, été conçu pour être incitatif à la réduction des déchets. C'est-à-dire avec un système de bonus-malus sur les éco-contributions versées visant à responsabiliser, alors cette fois-ci pas seulement du point de vue financier, mais responsabiliser en termes d'éco-conception
les producteurs, les metteurs sur le marché pour les inciter à aller vers moins d'emballages ou des emballages plus légers et à des objets plus réparables. C'est là que le bilan qu'on peut faire de ces filières REP plusieurs dizaines d'années après, c'est que ce système incitatif, voilà, l'intention de départ, c'est que ce système soit incitatif, un système de malus sur les éco-contributions versées par les producteurs. Le constat après plusieurs décennies, c'est que ce système de bonus-malus, il est largement inefficace par rapport à ses ambitions de départ. Et puis plus globalement, les résultats de ces filières REP aujourd'hui sont pas non plus, enfin en tout cas de notre point de vue, par rapport à nos attentes en matière d'économie circulaire, ne sont pas tout à fait à la hauteur. Je vais prendre une illustration avec un petit extrait d'une étude de l'ADEME de caractérisation des ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire en langage courant, c'est-à-dire une analyse du contenu de nos poubelles. Et les ordures ménagères résiduelles, c'est la poubelle qui part en incinération ou en décharge, donc c'est la poubelle non triée. En fait, dans cette poubelle non triée, il y a 40% du contenu qui devrait rejoindre une filière REP. Alors pourquoi c'est pas le cas? Est-ce que c'est uniquement de la faute des gens qui ne trient pas? Bien sûr, il y a une part de responsabilité, mais on peut aussi quand même questionner la manière dont fonctionnent ces filières, le niveau de financement des collectivités locales, etc., pour savoir si le service public qui est mis à disposition, le dispositif de collecte, est-ce qu'il est à la hauteur des attentes aussi des usagers? Par exemple, bon, même si ça a beaucoup progressé, il y a quelques années, il y avait encore pas suffisamment de bornes d'apport textile. Et donc, quand on ne trouve pas de bornes d'apport textile à proximité de chez soi, bah oui, on va finir par mettre les vieux vêtements dans la poubelle normale, faute de mieux. Donc, voilà, c'était pour insister sur le point que les mauvaises performances de tri qui s'illustrent par ce petit extrait de document de l'ADEME, ces mauvaises performances, elles peuvent s'exprimer par une sensibilisation pas suffisante, mais elles peuvent aussi s'exprimer par des conditions offertes à l'usager qui ne sont pas à un niveau suffisant. Voilà. Alors, je reviens sur mon plan. Il y a aussi un autre aspect dans le rôle des filières REP et le rôle des éco-organismes, c'est celui de la communication. Parce que finalement, du coup, la sensibilisation des citoyens, on peut se demander qui porte la responsabilité de le faire. Alors bien sûr, il y a un gros travail qui est fait par les collectivités locales, il y a un gros travail qui est fait par plein d'associations, mais c'est aussi le rôle des éco-organismes. Ça fait partie de leur cahier des charges. Ils sont censés utiliser une partie de leur budget pour le faire ou pour financer des acteurs qui le font. Donc, on peut se poser aussi la question de est-ce qu'ils ont bien rempli leur rôle à ce niveau-là. Et c'est là que j'en viens à ce qui, pour moi, est une des grosses limites opérationnelles, des limites de fonctionnement du système de recyclage aujourd'hui en France, c'est la gouvernance des éco-organismes. Parce que, en fait, je l'ai dit un peu au départ, mais je suis passée rapidement dessus, le fait que les éco-organismes soient constitués, administrés par les producteurs, les metteurs sur le marché eux-mêmes, eh bien, forcément, ça les place en situation de conflit d'intérêts potentiel par rapport à certaines actions, notamment des actions de communication. Et je vais prendre un exemple très concret en vous montrant une campagne récente de sensibilisation de Citeo. Citeo qui est l'éco-organisme des emballages. Voilà, c'est une pub pourquoi en fait? Eh ben, moi je vois avant tout une pub pour les bouteilles et les boissons en bouteilles plastiques. Parce que je trouve que c'est une pub qui valorise énormément la démarche de ces marques, une pub où on voit des logos. Et donc, pour moi, là, il y a un conflit d'intérêts quand même, ou en tout cas, en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut noter, c'est que l'éco-organisme, bien sûr, bon, fait la promotion du tri, mais fait aussi la promotion de ses adhérents.
Et donc l'efficacité du message sur le tri, bon, on peut s'interroger, et puis on peut s'interroger aussi sur finalement l'utilisation de ces budgets de communication, voilà, qui servent dans ce cas précis, je trouve, surtout des intérêts spécifiques de certaines marques. Donc ça, c'est un premier exemple. Voilà, sur le type de campagne de communication, on peut s'interroger. C'est d'ailleurs aussi un reproche, enfin, c'est pas seulement moi qui fais ce reproche, c'est aussi la Cour des comptes qui audite régulièrement les éco-organismes et qui a audité Citeo à plusieurs reprises et qui a, dans ses conclusions, plusieurs fois pointé le fait que Citeo tombait dans l'autopromotion plutôt que dans la promotion du recyclage. Voilà. Autre cas de communication qui me semble problématique, cette fois-ci une communication d'injonction contradictoire où je trouve qu'on facilite pas tellement la tâche aux citoyens parce que en fait Citeo est très attaché à son logo qui est le point vert, enfin qui est un logo d'ailleurs européen, c'est pas juste Citeo qui l'utilise, mais Citeo est et ses adhérents sont très attachés à la présence du point vert. Ce point vert, c'est le petit sigle que vous voyez avec les deux flèches vertes qui se croisent, qui se rejoignent. Ce point vert, il est très souvent perçu comme étant un indicateur du caractère recyclé ou recyclable des emballages, ce qui est problématique. Et il est associé à un message qui mentionne le tri, penser au tri. Et voilà, et à côté de ça, la signalétique que propose Citeo, dont vous voyez un exemple à l'écran, elle peut à côté faire figurer une indication qui est contradictoire, à savoir là un film plastique qu'il faut jeter dans la poubelle normale. Donc moi je trouve à titre personnel que ça n'aide pas tellement à clarifier le message. Et il y a un deuxième niveau aussi qui me gêne dans cet exemple que vous voyez à l'écran, c'est que il y a quelque chose qui est implicite, qui est sous-entendu, c'est que trier, ça n'est pas jeter. Puisque la formulation qui est choisie, c'est film plastique à jeter. Et à jeter, ça veut dire à jeter dans la poubelle d'ordures ménagères résiduelles qui part à l'incinérateur. Mais sous-entendu, si vous le jetez dans la poubelle de tri, c'est pas vraiment jeter, c'est pas grave, ça n'est pas du gaspillage, ça n'est pas un déchet, etc. Et je trouve qu'il y a une dérive en fait implicite dans cette manière de présenter les choses qui concourt à ce que finalement le recyclage devienne contre-productif, enfin la communication sur le recyclage devient contre-productive par rapport à l'objectif aussi de réduire la quantité de déchets produits. Je vois une question au passage dans le fil de discussion. L'arrivée d'un nouvel éco-organisme, l'éco, peut-il changer la donne? Oui, effectivement, le fait que les éco-organismes soient souvent, c'est pas le cas pour toutes les filières, mais souvent en situation de monopole, forcément, ça n'aide pas à ce que le rapport de force puisse être différent, notamment entre l'État et l'éco-organisme. Donc, si on avait deux, on pourrait imaginer que la position des pouvoirs publics soit renforcée, parce que si ça se passe mal avec l'un des deux, eh ben, ça peut basculer sur l'autre. Alors que là, en l'état actuel, puisqu'ils sont tout seuls, bah, ils sont un peu en situation de force. Après, il ne faut pas non plus imaginer que ça va changer les choses comme ça. C'est pas une baguette magique non plus. Il faut encore que cet éco-organisme soit effectivement mis en place et effectivement obtienne son agrément et tout ça. Parce qu'ils ont déjà tenté il y a 3-4 ans, je crois, et ça n'avait finalement pas fonctionné. Donc, je reste prudente par rapport à ça. Et bon, alors je prends une deuxième question et puis après j'enchaînerai peut-être un petit peu, on reviendra peut-être après. Donc une autre question qui demande qu'est-ce que vous pensez du nouveau comité des parties prenantes dans les éco-organismes? Donc ça c'est quelque chose qui est effectivement une forme de début de réforme parce que les éco-organismes font l'objet de pas mal de critiques depuis déjà plusieurs années et donc de tentatives de réforme, etc. Donc il y en a, enfin il y a des choses qui ont été intégrées à la loi anti-gaspillage, des choses intéressantes. Une autorité de régulation, par exemple, qui serait bien utile parce que pour l'instant, les moyens de contrôle ne sont pas suffisants par rapport à ces éco-organismes.
Et puis, alors, ce comité des parties prenantes, il vient remplacer autre chose, enfin les comités de filière REP qui étaient chargés un peu de contrôler. Je suis pas sûre que ça change vraiment quelque chose dans la manière dont seront gouvernés les éco-organismes, parce que ce comité des parties prenantes, que les éco-organismes devront consulter voilà, avant élaboration de leur stratégie, même de leur politique opérationnelle, ce sera purement consultatif. Donc, bon, voilà. Est-ce que ça va vraiment changer la donne? J'en suis pas persuadée. Moi, je pense que si on voulait vraiment à réformer efficacement les éco-organismes, il faudrait vraiment les questionner le cœur de la gouvernance de ces structures. Voilà, alors on pourra revenir développer plus sur les éco-organismes. C'est un sujet que je trouve passionnant, mais c'est vrai on peut vite y passer beaucoup de temps. Et je vais donc poursuivre pour qu'on puisse aborder un petit peu les autres aspects de la question. Et donc je vais passer aux limites plutôt physiques et techniques du recyclage. Alors, je voudrais insister sur 2 points. Le premier, c'est que il y a Flore, excuse-moi. Je vois qu'il y a une autre question juste avant que tu passes au prochain sujet. Oui, alors pourquoi élargir la REP dans la loi économie circulaire quand on connaît toutes ces problématiques? Peut-être parce que c'est la moins pire des solutions actuellement, ou parce qu'on a du mal à imaginer carrément un autre dispositif. Enfin, je pense que, et puis il y a beaucoup de gens qui croient en la REP comme étant un système vertueux, etc. Donc là, moi, je vous fais part de ma position, qui est aussi celle de l'association Zero Waste France. Mais il y a des personnes, des structures qui restent convaincues que c'est la moins pire des solutions et que ça permet au moins de faire contribuer financièrement les producteurs et les metteurs sur le marché, ce qui est vrai. Parce que là, actuellement, ce qui se passe, c'est que les collectivités locales assument le coût de fin de vie de certains types de déchets. Là, par exemple, si on parle des nouvelles filières REP qui vont être créées, les articles de sport, de bricolage, les jouets, ce sont des choses qui terminent dans les déchets ménagers. Donc, c'est une charge pour les collectivités locales et ceux qui mettent sur le marché ces produits ne participent pas du tout à cette charge. Donc c'est pas une mauvaise chose que de nouvelles filières se mettent en place. Après, c'est clair on touche pas du tout à la mécanique du système qui présente de sérieuses limites. Voilà. Qu'en est-il de la REP pour la filière du bâtiment prévue dans la loi de février 2020? C'est pareil, ça fait partie de ces nouveaux projets de filière. Enfin, je ne sais pas dans quel sens était posée la question. En tout cas, les modalités de fonctionnement prévues sont les mêmes. Après, voilà, l'éco-organisme n'existe pas encore. Il va y avoir plein de questions à poser sur les modalités voilà, qu'est-ce qui va donner lieu à une contribution, comment elles vont être calculées, et puis de l'autre côté, comment vont être rémunérées ou soutenues ou compensées les structures qui prennent en charge ces déchets, ce qu'on appelle le barème amont et le barème aval. Voilà. La REP, est-ce qu'au final, ce ne sont pas toutes les citoyens équipés plutôt que les entreprises? Oui, indirectement, de toute façon, tout ce qui va toucher les entreprises est forcément répercuté d'une manière ou d'une autre sur le consommateur dans le prix de vente. Après, du coup, ça concerne pas tous les citoyens, ça va concerner les acheteurs de ces types de produits. Voilà. Après, le côté incitatif en théorie des bonus-malus, c'est censé. Le raisonnement derrière, c'est qu'une entreprise n'a pas intérêt à ce que ses produits soient plus chers que le concurrent ou que le prix augmente, parce que ça va plutôt décourager le consommateur. Donc, il a quand même intérêt à que cette éco-contribution elle soit la plus faible possible. Donc, il a intérêt à essayer de rentrer dans les critères des bonus-malus pour limiter cela. Même si, en fait, et c'est la raison pour laquelle ces bonus-malus ils sont inefficaces, c'est que ça représente quasi rien en fait sur le prix d'un produit. Voilà, pour certaines catégories en particulier, c'est indolore complètement. Voilà.
Donc, les limites physiques et techniques du recyclage. Et les 2 points sur lesquels je voulais insister, c'est rappeler tout simplement en premier lieu que le mythe du recyclage à l'infini, c'est un mythe et qu'il faut savoir décrypter les effets d'annonce à ce sujet. Et puis, deuxième point, de rappeler qu'un processus de recyclage, même s'il est souhaitable, il reste consommateur de ressources et il reste émetteur éventuellement de polluants, de gaz à effet de serre, etc. Alors, je reviens sur le premier point, le mythe du recyclage à l'infini. Bon, peut-être que je vais rappeler des évidences pour certains d'entre vous, mais malheureusement, ce sont des choses qui sont quand même encore des idées très répandues. Le fait que la plupart des matériaux se dégradent lors d'un cycle de recyclage, notamment le plastique, le papier et carton, le textile. Voilà, chaque cycle de recyclage va dégrader la matière, va dégrader les fibres jusqu'à ce qu'elles deviennent carrément inutilisables. Donc, plutôt que de recyclage, si on voulait être vraiment précis, il faudrait parler de décyclage. On dit downcycling en anglais, il n'y a pas de définition officielle, en français, d'équivalent officiel. On peut parler de décyclage ou de sous-cyclage ou de recyclage en cascade. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, on ne peut pas produire le même objet à partir d'un déchet. On va produire un autre type d'objet d'une qualité inférieure ou en tout cas un usage inférieur qui ne pourra pas forcément être recyclé derrière, etc. Le nombre de cycles de recyclage pour chaque matériau, la question est souvent posée, mais alors le plastique, ça se recycle combien de fois? Moi, je trouve qu'il est difficile d'y répondre, en fait, si on veut être vraiment précis, parce qu'en fait, déjà, le plastique, ça n'existe pas. Il y a différents types de résines plastiques qui n'ont pas les mêmes propriétés et pas les mêmes qualités de recyclage. Pareil pour le papier et carton, en fait, la diversité est moindre, mais il y a différentes qualités et donc différents potentiels de recyclage. Mais ce qui est sûr, c'est que ce nombre, voilà, on peut dire entre 3 et 5 pour le papier, par exemple, fait qu'on arrive quand même très très vite à la fin du cycle, à la fin des boucles de recyclage possibles. Ce qui fait qu'on a besoin d'un apport en matière première vierge et que donc on reste quand même dépendant de cet apport. Alors pour d'autres matières, le verre, l'aluminium, les métaux, mais le verre et l'aluminium en particulier, on peut avoir une très très bonne qualité et un recyclage en théorie quasiment à l'infini. Je dis en théorie et quasiment à l'infini parce qu'il y a toujours un petit peu de perte en ligne, etc. Et que si on veut être vraiment rigoureux, on ne peut pas parler de recyclage à l'infini. Par contre, ce qu'il faut avoir quand même bien à l'esprit quand on parle de ces matériaux-là, verre, aluminium, c'est que même leur recyclage, il est extrêmement énergivore en ce qui concerne l'aluminium et consommateur d'eau en ce qui concerne le verre, et puis énergivore aussi hein, pour le verre. Parce que ça, c'est évidemment ce qui est mis en avant toujours, c'est les économies. Économie d'énergie, économie de gaz à effet de serre, économie de matière, ce sont les chiffres qui vont être systématiquement mis en avant quand on parle de recyclage. Parce que on compare, le point de comparaison, c'est la production de matières premières vierges. Donc oui, bien sûr, par rapport à de la production de matières premières vierges, ça va être gagnant. Mais malgré tout, par exemple, pour refondre du verre, pour produire du verre vierge, je crois qu'il faut atteindre une température de 1500 degrés. Pour refondre du verre, faire du verre recyclé, c'est 1000 degrés. Voilà, malgré tout, voilà, on voit bien qu'on n'est pas obligé de consommer autant d'énergie, mais il faudra quand même de l'énergie pour refabriquer des bouteilles. Et donc, la logique voudrait qu'on essaye plutôt d'abord d'utiliser à fond la bouteille existante avant de la détruire pour en récupérer la matière. Donc voilà, sur le mythe du recyclage à l'infini, c'était tout ce que je voulais dire. Je vérifie que j'avais pas des illustrations. Oui, ici, une illustration qui est plutôt un renvoi vers un article que je vous suggère, que je vous recommande, un article d'une start-up de l'économie circulaire qui s'appelle La Boucle Verte, qui a décidé d'arrêter ses activités. Et justement, leur activité, c'était le recyclage de canettes aluminium.
Et ils se sont rendus compte des limites opérationnelles beaucoup, mais aussi techniques de la chose. Et alors, je peux pas là résumer complètement tout l'article, mais l'article est vraiment très intéressant à lire. Il est assez long, mais je vous le conseille parce on voit vraiment la désillusion, c'est le titre de leur poste, mais au départ, voilà, une équipe extrêmement motivée qui a cherché différentes pistes et qui a fini par conclure que ça n'était tout simplement pas une bonne idée finalement sur le plan environnemental. Et puis l'autre illustration, c'est une illustration de l'effet d'annonce. Et je pense que vous êtes forcément tombé sur un de ces articles récemment. Celui-là date d'avril. Cette capture d'écran date d'avril. C'est assez régulier qu'on voit ce genre de titre. La promesse d'un recyclage du plastique à l'infini. Alors c'est souvent là la société Carbios en l'occurrence qui fait des communiqués assez optimistes et qui sont spontanément pris par beaucoup de médias qui est vraiment de questionnement ou de contradiction. Et en fait, c'est là qu'il faut vraiment aller voir dans le détail et où en est la start-up en question. Là, en l'occurrence, il s'agit de procédés qui sont testés en laboratoire, mais qui n'ont pas du tout fait l'objet de pilotes industriels. Or, c'est vraiment une étape extrêmement importante et pas du tout anodine en fait. C'est pas parce que le procédé peut exister en laboratoire qu'il peut exister à grande échelle. Ça c'est la première limite qu'il faut rappeler. Ensuite, le temps de développement, c'est-à-dire que si on en est juste à l'étape de développement en laboratoire, c'est peut-être pas avant 10 ans que dans le meilleur des cas, on pourrait imaginer une exploitation à grande échelle. Troisième chose, quel sera le coût environnemental de ce procédé? Là, dans le cas que je vous prends pour exemple, zéro information. Donc c'est positif, on ne sait même pas. Et voilà, sans vouloir être trop pessimiste, il faut être un peu réaliste par rapport au succès des tentatives de recyclage, notamment de recyclage chimique, parce que c'est vraiment le recyclage chimique qui suscite ce type de promesses par rapport au recyclage mécanique dont on a vu les limites, puisqu'il dégrade les matériaux. Le recyclage chimique, c'est la promesse, oui, d'un recyclage à l'infini. Mais cette promesse, en fait, elle existe depuis les années 50. C'est-à-dire que depuis que, par exemple, le matériau plastique PET, qui est l'un des plus courants et qui se recycle d'ailleurs le mieux d'un point de vue mécanique, il a ce PET dans les années 50, tout début, il y a des recherches qui sont faites pour inventer un procédé de recyclage chimique. Ah, on me dit que mon micro coupe. Est-ce que vous m'entendez bien? Ou est-ce que j'essaye peut-être de brancher un casque? Ce sera peut-être mieux. Alors, je branche un casque, on va voir si ça fonctionne mieux. Alors, on va voir. Ouais, je crains que ce soit le réseau aussi, mais bon, on va voir si ça fonctionne mieux comme ça. Ok, alors on va essayer. Donc je disais concernant le recyclage chimique que le PET dans les années, enfin qui a été mis sur le marché ou déployé dans les années 50 a fait depuis cette période l'objet de recherches qui n'ont toujours pas abouti à quelque chose de concret en fait 70 ans après. Donc voilà, je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport aux promesses du recyclage chimique ou du recyclage enzymatique dans le cas de Carbios. Et en tout cas, ce type de titre et d'effet d'annonce, je pense, est très néfaste parce que c'est un effet démobilisateur. On se dit, bah, c'est bon, la solution est là, donc il y a même plus de problème autour du plastique, alors que c'est très, 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 très loin d'être le cas. Voilà, alors je suis désolée pour ces problèmes de connexion du coup parce que pourtant j'avais 3 options de réseau. Normalement je suis sur celui qui fonctionne le mieux, donc je suis vraiment désolée. J'espère que ça va aller quand même.
La start-up en question, oui, qui a suscité ces effets d'annonce, c'est Carbios. Voilà. Alors, j'en viens à ma dernière partie, ma deuxième grande partie, qui est du coup le côté contre-productif, les effets pervers d'une politique du tout recyclage. On l'a déjà un petit peu touché du doigt à l'instant, mais c'est que finalement, ce discours extrêmement optimiste et confiant dans les capacités de recyclage peut avoir un effet lénifiant aussi par rapport aux choses qu'il faudrait mettre en œuvre, aux politiques qu'il faudrait mettre en œuvre pour réduire drastiquement les déchets. Et cela à tous les niveaux, c'est-à-dire tant du point de vue individuel que du point de vue collectif, que du point de vue politique. C'est-à-dire qu'il y a quand même cet effet, enfin, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, que quand on parle des marches environnementales, des marches écolo, la réponse de dire bah, moi je trie mes déchets. C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est vraiment très révélateur du fait que le recyclage est considéré comme la solution numéro 1 et la solution suffisante voilà, pour prendre en charge cet enjeu de réduction des déchets, enfin réduction du gaspillage, des consommations de ressources et de production des déchets. Cet effet démobilisateur, malheureusement, il est aussi construit, il est aussi alimenté, il est nourri par certains types d'industries, de secteurs économiques qui ont besoin du jetable pour fonctionner et qui ont besoin d'avoir ce que j'appelle un alibi parce que quand même, ils sont de plus en plus pointés du doigt, notamment ceux qui ont recours au plastique, puisque la problématique du plastique a quand même pris une ampleur énorme ces dernières années. C'est quand même relativement récent, hein, si on prend un tout petit peu de recul. Et du coup, le fait que le plastique soit extrêmement attaqué, ça a suscité une réponse qui est celle du recyclage. Une réponse en termes de communication, en tout cas, qui est celle du recyclage. L'argumentaire, c'est devenu un argumentaire du recyclage. Là où, enfin, peut-être dans les débuts du plastique, c'était un argument hygiéniste qui a fait un petit retour en force pendant la période du Covid et on espère que ça va pas durer, mais voilà, l'argumentaire du recyclage sert à justifier l'usage du jetable, sert d'alibi, sert même d'argument de vente en fait, puisque il est connu que le recyclage a une connotation positive, qu'il est bien identifié, enfin que c'est un enjeu qui est bien identifié par les consommateurs, et donc que c'est un plus en termes de marketing. Donc, un exemple concret de ça, c'est dans l'industrie textile, qui est elle aussi, enfin, le secteur de la fast fashion, qui fait quand même l'objet de vives critiques. On voit apparaître des discours autour du recyclage de la part de ces grandes marques de la fast fashion, et même plus, on voit apparaître des dispositifs voilà, qui poussent à la consommation finalement. Quand vous rapportez des vêtements, que vous avez droit à un bon d'achat en échange, c'est finalement, sous prétexte de faire du recyclage, entretenir la machine. Voilà. Donc ça, là, on est dans un cas, enfin, j'allais dire un cas extrême, mais non, malheureusement, c'est même pas un cas extrême, c'est un cas très fréquent d'instrumentalisation du recyclage pour soit justifier un système qui a besoin du jetable, soit carrément servir d'argument de vente et inciter à la consommation. J'avais quelques images d'illustration, mais c'est plus de contexte en fait. Hein, voilà, mais cette réalité, vous la connaissez déjà. Enfin, quand on voit des volumes extrêmement énormes d'aliments emballés dans des emballages à usage unique, qu'on se rend compte de la quantité, etc. Enfin, ça, c'est quelque chose qui saute aux yeux et qui suscite de plus en plus de réactions. Et donc, c'est ça qui suscite ensuite derrière un besoin de justification. Et notamment en ce qui concerne l'eau en bouteille, hein, parce que c'est un peu le déchet évident.
Et là, l'argumentation du recyclage est extrêmement présente, puisque vous voyez sur la plupart des bouteilles maintenant qu'ils intègrent du PET recyclé, qu'il y a cette promesse du bottle to bottle, c'est-à-dire la promesse d'arriver à faire des bouteilles à partir de nouvelles bouteilles. Et ce qui est le cas pour quelques gammes qui ont été mises sur le marché, qui sont indiquées comme étant 100% RPET, 100% PET recyclé. Et là, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que, on peut avoir l'impression quand on voit 100% PET recyclé que c'est bon. Ils ont réussi à boucler la boucle, ils ont réussi à éviter la dégradation inhérente au processus de recyclage pour arriver à refabriquer des bouteilles, etc. En réalité, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il faut plusieurs bouteilles pour fabriquer une bouteille en PET recyclé. Donc, vous voyez tout de suite l'écueil, la limite, c'est que ces grands groupes, ils peuvent se permettre de le faire sur une de leurs gammes, mais ils pourront jamais l'étendre à toutes les gammes parce qu'ils n'auront pas suffisamment de bouteilles pour fabriquer leurs bouteilles recyclées, sachant qu'en parallèle, ils prévoient des perspectives de croissance de leur marché, etc. Donc on est très très loin d'une diminution de l'extraction ou d'une diminution de la dépendance aux apports de matières premières vierges. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière et puis après je prendrai la question provoque, mais je la prendrai à la fin parce qu'elle elle est peut-être pas liée directement à ce que j'étais en train de dire, donc je la mets de côté. Enfin, oui, sur le recyclage comme alibi du jetable. Et puis enfin, je voulais souligner deux choses qui pour moi illustrent le fait que le recyclage s'inscrit dans une économie de la surproduction. La première chose, c'est un parallèle que je voudrais faire entre recyclage et obsolescence programmée. Parce que pour ceux qui se sont peut-être un peu intéressés au sujet de l'obsolescence programmée, c'est intéressant de noter que c'est apparu comme un débouché face à une surproduction. C'est-à-dire que une fois que certains marchés sont saturés, que tout le monde est déjà équipé d'un grille-pain, d'une imprimante, etc. Il faut trouver des moyens de pousser les gens à renouveler leur achat, même si l'objet est encore fonctionnel. Donc pour ça, vous allez avoir l'obsolescence programmée technologique, l'objet, l'imprimante qui tombe en panne ou je ne sais quoi, mais aussi l'obsolescence programmée fondée plutôt sur le marketing, la communication, la pub. Et donc là, c'est le cas du grille-pain qui change de couleur, par exemple. Donc on va avoir des messages publicitaires qui vous poussent à penser qu'il faut absolument que votre grille-pain il soit coordonné avec votre intérieur et que votre intérieur d'ailleurs il doit changer de couleur tous les 2 ans. Bref, donc mais bon, ça vous connaissez sans doute bien les ressorts de l'obsolescence programmée, on les rencontre tous dans notre vie quotidienne. Et le parallèle que je fais avec le recyclage, c'est que voilà, le recyclage est un débouché. Il faut trouver un débouché pour des objets qui sont produits en grand nombre, enfin pour une surproduction. Et là, en l'occurrence, de manière très visible, plutôt du jetable, de l'usage unique, même si finalement on pourrait aussi considérer que le jetable au sens large, c'est-à-dire tous les objets qui ont une durée de vie un peu raccourcie. Donc voilà, le recyclage finalement fournit un débouché aux emballages à usage unique, fournit donc une justification, on l'a vu, et un débouché. Ensuite, dernier point à souligner, c'est le parallèle entre l'économie linéaire et l'économie circulaire. Parce qu'on les présente souvent comme étant opposés. C'est même la manière dont on définit l'économie circulaire, c'est par opposition à l'économie linéaire. Et malheureusement, l'économie circulaire, on la réduit souvent, enfin, pas nous pour le coup, mais dans la pratique, elle est très souvent réduite au recyclage. Et donc, je reviens sur cette question de définition. Voilà, souvent on oppose économie linéaire, extraction, transformation, distribution, consommation et décharge, enfouissement ou incinération. On oppose cette économie-là, ce schéma-là, on l'oppose à une économie qui serait vertueuse parce que circulaire. En réalité, elles sont beaucoup plus interconnectées, interdépendantes et construites finalement sur le même modèle économique. C'est-à-dire que le marché du recyclage, le marché des matières premières secondaires,
est étroitement lié au marché des matières premières vierges, puisque c'est ça qui détermine sa valeur marchande. Si le prix des matières premières vierges chute, bah, du coup, vous allez plus, il devient très difficile d'écouler les stocks de matières premières recyclées, etc. Donc, elles sont étroitement liées. Pourquoi elles sont étroitement liées? Parce qu'elles sont construites exactement sur le même modèle économique. Un modèle économique qui a besoin de volume, et même de volume croissant, pour fonctionner, par économie d'échelle, etc. Donc moi, je pense que c'est une limite très sérieuse du recyclage, c'est-à-dire que s'il est fondé exactement sur les mêmes déterminants, le même fonctionnement que le modèle économique et le modèle industriel-économique qu'il cherche à remplacer ou à pallier, ben, ça peut expliquer pourquoi ça fonctionne pas tout à fait bien. Il y a une question du coup qui est liée à ce que je viens de dire. Pensez-vous la même chose des produits d'occasion reconditionnés? C'est une très très bonne question parce que je pense qu'effectivement, on est en train d'observer le même type d'écueil sur certaines activités de l'occasion ou du reconditionné. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si je cite des noms, mais enfin, si je vais quand même en citer au moins une parce que je trouve que leurs pratiques sont vraiment un peu abusive de ce point de vue-là. La plateforme Vinted sur le textile, enfin les vêtements, dans sa manière ces injonctions presque qui sont faites à ses utilisateurs et utilisatrices, Vinted s'exprime au féminin, pousse vraiment véritablement à la consommation, pousse à à être dans une frénésie d'achat perpétuelle, etc. Et nous au départ, nous Zero Waste France, dans le cadre de notre défi Rien de Neuf, on en a beaucoup parlé au départ parce que pour le coup, on trouvait que c'était vraiment une alternative très fonctionnelle quand on avait besoin d'identifier une solution, enfin une source d'approvisionnement alternatif. Mais voilà, on en observe maintenant vraiment les écueils et les limites et donc je pense que voilà, pour répondre à votre question, oui, malheureusement, ça peut être la limite aussi. Alors, je vais passer à ma petite conclusion. Et ensuite, je prendrai la question provoque. Et donc, la conclusion, enfin, remarquez, c'est une manière de répondre à la question provoque. Parce que, donc, la question provoque, pour ceux qui ne l'avaient pas lu dans le fil, c'était n'avez-vous pas également peur de participer à nourrir cette démobilisation du citoyen sur le tri par des présentations comme celle-ci? Donc, moi, ma conviction, c'est qu'il faut dire la vérité sur le recyclage. Il faut être transparent et honnête par rapport à ses atouts. Et il y en a énormément. J'ai pas réinsisté dessus sur cette présentation parce que c'était pas l'objectif principal, mais il y a énormément d'atouts au recyclage et il faut faire du recyclage. Mais il faut absolument se poser la question de quel recyclage on veut, sur quel modèle, et surtout aussi de qu'est-ce qu'on veut recycler. Parce que si on investit tous azimuts dans le recyclage pour tenter de recycler des choses qui devraient même pas exister, parce que elles ne correspondent pas à quelque chose qui pourrait devenir soutenable à moyen long terme, et ben on est dans l'erreur dans ces cas-là. Et je pense qu'il faut le dire en fait, que il y a des bonnes manières de faire du recyclage, mais il y a aussi des impasses. Et moi, je crois quand même qu'il faut faire preuve de transparence aussi vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des citoyens. Et ça, c'est un peu un message à l'adresse des collectivités locales parce que finalement, elles ont aussi un rôle dans la prévention des déchets et elles le font. Mais à l'inverse, en fait, je pense qu'elles sont parfois elles-mêmes en contradiction dans leur message parce que elles n'ont pas envie de parler du tout des limites du recyclage. Par peur peut-être de démobiliser le citoyen sur le tri, par peur d'avouer que aussi finalement le centre de tri nouvelle génération dans lequel on a mis énormément d'argent, oui, c'est peut-être pas non plus la seule solution ou la meilleure solution. Mais moi je crois que c'est en approfondissant la sensibilisation et la connaissance générale sur ces sujets qu'on arrivera à avancer dans la bonne direction.
Donc j'assume, j'avais évidemment bien en tête ce risque en écrivant ce livre et enfin, je sais que cette critique peut être apportée, mais moi je crois fermement que c'est en apportant des critiques constructives qu'on peut faire progresser les choses. Voilà. Et les critiques constructives, ça veut dire aussi faire des propositions. Et c'est là-dessus que je voulais aussi conclure. Les propositions que l'on fait, alors enfin sur ce thème et puis d'une manière plus générale, portent sur les moyens d'arriver à sortir de cette ère du jetable. Donc planifier la sortie de l'ère du jetable, si vous prenez la question des emballages par exemple, c'est fixer des quotas de réemploi et des quotas qui augmentent progressivement. De réemploi, c'est-à-dire on parle bien de réutilisation des contenants avec lavage, etc. Donc, retour de la consigne ou d'autres modalités. Promotion des alternatives comme le vrac, etc. Il s'agit aussi d'apporter des financements à ces alternatives, que ce soit dans le domaine des emballages ou dans d'autres domaines. Le secteur de la réparation, par exemple, aurait besoin de soutien pour faire face à finalement un déséquilibre économique qui n'est pas de son fait, en fait. Si la réparation est pas rentable aujourd'hui, moi je trouve que il faut arrêter de dire que c'est parce que c'est un problème qui est celui de la réparation. Non, c'est un problème qui est celui d'un coût artificiellement trop bas des produits neufs dont le coût environnemental n'est pas intégré. Donc forcément, on n'arrive pas à démontrer une rentabilité de la réparation par rapport à ça. Mais donc je reviens à la question des financements. Oui, je pense que c'est un point essentiel sur lequel il faut rediriger une partie des financements parce qu'on a peut-être cette impression que la prévention des déchets, il n'y a pas d'infrastructures, de grosses infrastructures, donc il n'y a pas d'innovation technologique forcément peut-être. Alors du coup, il y a moins besoin d'argent, mais en fait non, ça c'est une vision fausse, je pense. Au contraire, il y a besoin d'argent, y compris d'argent pour des infrastructures, parce que par exemple, si vous voulez faire de la consigne à grande échelle et de manière la plus locale possible, il faut des installations de lavage sur tout le territoire, etc. Donc on a besoin de financement public et de financement privé là-dessus. Il y a tout ce que j'ai dit sur les filières REP, qu'il faut revoir, je pense complètement. En particulier le système de bonus-malus qui doit être bien plus important pour être réellement incitatif. Et puis après, deux derniers points, puisque voilà, comme je l'ai déjà dit, l'idée, ça n'est pas d'arrêter de faire du recyclage, mais d'en faire mieux. Et pour en faire mieux, il faut en faire moins, alors pas forcément moins en termes de quantité sur tous les flux de déchets, mais moins de matériaux différents, par exemple, pour que le recyclage soit plus efficace. Donc, il faut aller vers une simplification, une standardisation si on veut vraiment améliorer les choses. Et enfin, et ça j'en ai déjà un petit peu parlé, assumer les limites du recyclage en termes de communication, de sensibilisation, pour être plus en accord avec l'objectif de réduction des déchets et du gaspillage. Voilà, j'en ai terminé. Je pensais être un petit peu plus rapide pour laisser un tout petit peu plus de place aux questions, mais en même temps, on a pris des questions au fur et à mesure, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai débordé. Je vais regarder un petit peu le fil pour voir. Oui, je vois qu'il y en a plusieurs. Alors, donc Paola, comment, à votre avis, amorcer une sensibilisation efficace sur la réduction? Beaucoup de gens sont insensibles aux bénéfices du recyclage, ils sont encore moins à la réduction des déchets. Trouvez-vous pas que le recyclage peut être une première étape? Là-dessus, je suis un peu partagée. Je pense que oui, pour certaines personnes, ça peut être une première étape. Mais il y a quand même cet aspect du coup peut-être de démobilisation ou déculpabilisation du simple fait de trier et recycler. Et il y a même des études qui ont été menées par des chercheurs je pense la discipline, ça doit être la psychologie sociale ou quelque chose comme ça. Faudrait que je revérifie. Mais enfin, chercheurs qui s'appellent Monique Sun et Rémi Trudel, qui ont montré qu'en fait, il y avait même un effet pervers en fait de la possibilité offerte de recycler. Ils ont fait des tests, des expériences sociales, dans lesquelles en fait, les gens à qui on disait que une ressource
Enfin, c'était des gobelets ou des bouteilles ou des feuilles de papier. Enfin, ils ont fait plusieurs tests. Quand on leur disait que ça allait être recyclé, ils avaient tendance à en consommer plus que quand on leur disait que c'était jeté et que ça serait pas recyclé. Donc voilà, ça veut pas dire que enfin, que c'est forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas c'est un aspect à prendre en compte pour relativiser un petit peu le fait que le recyclage soit forcément la première étape vers une réduction des déchets. Mais bon, à l'inverse, moi je veux aussi essayer de voir les choses positivement et de me dire que oui, ça peut être une première étape, mais si justement peut-être on en indique un peu plus les limites. Ensuite, Michael, les marchés dépendent du coût des matières premières. Quelle matière trouve aujourd'hui facilement un nouvel usage? Il est très difficile de trouver des articles en papier recyclé. Que devient tout le papier trié? Oui, alors en plus c'est fluctuant parce que certains secteurs connaissent des crises ou des coups durs et puis l'année d'après ça repart. Enfin, donc sur le papier par carton par exemple, c'est quand même assez fluctuant. Oui, il y a une difficulté d'approvisionnement en papier recyclé et en plus il y a des capacités de recyclage en France qui sont en train de fermer. C'est le cas, vous avez peut-être suivi ce qui se passe à l'usine de la Chapelle d'Arblay en Seine-Maritime. Ce qui fait que pour pouvoir être recyclé, le papier va devoir partir plus loin, etc. Ce qui pose aussi des questions du coup de coût parce que ça va pas aider non plus à pouvoir proposer ça à des coûts pas trop élevés. Et alors que devient tout le papier strié? La réponse c'est que s'il n'est pas jugé de qualité suffisante pour être recyclé, il sera incinéré ou il sera oui éventuellement mis en décharge s'il n'y a pas de capacité d'incinération à proximité. Mais malheureusement, les excédents des filières de tri et de recyclage, ce qui ne trouve pas preneur, etc., à un moment, quand on atteint les limites des capacités de stockage, il y a un moment ou un autre où ça finit par être incinéré ou mis en décharge. Ou transformé, alors on entend souvent parler de CSR, de combustible solide de récupération. C'est une manière déguisée de parler d'incinération. Voilà. Donc on parle de transformation en CSR, c'est moins brutal, mais voilà, en l'occurrence, c'est de la valorisation énergétique et pas de la valorisation matière. Véronique, ensuite, la bonne question sur les déchets se pose à l'achat. Que va devenir mon achat à court, moyen... Ah zut, ça a sauté. À court, moyen, long terme. Prôner le recyclage. Alors, c'était pas une question, ça venait appuyer, je pense, mes propos. Merci, merci Véronique. Louis, ensuite, avez-vous milité pour la mise en place de la consigne des bouteilles en plastique? Pour quelles raisons pensez-vous que le projet a été ralenti, reporté, annulé? Alors, c'est un très vaste sujet. Je vais essayer de le résumer très synthétiquement. Effectivement, ça faisait partie des propositions du gouvernement dans le cadre de la loi anti-gaspillage, propositions qui ont fait face à de très vives oppositions, notamment de la part des collectivités locales qui, pour faire très court, y voyaient un manque à gagner. Parce que en fait, si on sort le déchet qui a le plus de valeur, à savoir les bouteilles plastiques, le déchet recyclable qui a le plus de valeur, si on l'enlève de la poubelle jaune, ou de la poubelle de recyclage, et du coup la collectivité se retrouve avec quand même tout le reste à gérer. Ça résout pas son problème entre guillemets, mais avec des recettes qui vont être moins importantes en termes de revente de matériaux. Donc c'est la principale raison de l'opposition des collectivités locales. Et puis, donc nous, de notre côté, Zero Waste France, on n'était pas forcément opposé à cette histoire de consigne des bouteilles plastiques. Ça permet éventuellement d'éviter qu'il y en ait trop qui se retrouvent dans la nature, etc. Donc ça améliore la captation, le taux de tri de ces bouteilles. Mais pour nous, ce n'était pas une solution en soi. Et donc pour nous, s'il y avait un dispositif de consigne à mettre en place, il fallait absolument qu'il puisse intégrer le réemploi. Donc nous, on défendait un système de consigne qui soit mixte, qui permette de basculer dans le réemploi. Parce que il y a une question d'investissement en infrastructure, investissement financier, mais aussi investissement environnemental. Parce que si vous équipez tous les magasins, tous les supermarchés de France
de machines de déconsignation, c'est un sacré investissement financier et environnemental. Et donc, si ces machines de déconsignation, elles ne peuvent traiter que des bouteilles en plastique jetable, pour nous, c'était pas un bon calcul à long terme. Il fallait envisager aussi la possibilité que ces machines récupèrent des bouteilles pour réemploi. Voilà. Et donc pour terminer de répondre à votre question, pour quelles raisons il a été ralenti, reporté, annulé? Bon, la principale raison, c'est l'opposition des collectivités locales, vraiment l'absence de consensus sur ce sujet, et c'est devenu un terrain miné, et du coup, c'est tombé à l'eau. Voilà, ce qu'on regrette, nous, c'est qu'il n'y ait pas eu de mesures de soutien plus fortes sur la consigne pour réemploi. Votre présentation traite de la partie émergée de l'iceberg avec les produits ménagers. Quel est votre point de vue sur les lois et obligations pour les entreprises et déchets industriels qui sont 18 fois plus importants? Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire 18 fois plus important, parce que, bien sûr, il y a les tonnages, et c'est ça qui peut donner l'impression que c'est juste la face émergée de l'iceberg, mais les déchets ménagers sont quand même particulièrement importants, parce qu'ils ont des caractéristiques spécifiques qui font que ils peuvent créer des nuisances, des pollutions particulières. Là où une partie des déchets industriels peuvent être des déchets inertes, ou peuvent être des déchets forestiers, des déchets de culture, etc., qui ne posent pas du tout les mêmes problématiques. Mais par contre, vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il y a des lois et des obligations actuelles qui concernent les déchets d'activité économique et qui ne sont absolument pas respectées aujourd'hui en matière de tri et de recyclage, notamment le décret 5 flux, voilà, et sur lequel, alors là, pour le coup, c'est le manque de moyens de l'État, le manque de moyens de contrôle qui à mon avis, est l'élément le plus problématique. Et donc, oui, un peu le même raisonnement sur les déchets du bâtiment, du coup, ça en fait partie. Existe-t-il une filière de recyclage pour les pneus? Il existe alors c'est pas un éco-organisme, je sais pas si ça fait partie des filières REP officielles ou des filières un peu volontaires. Je pense que c'est une filière volontaire, c'est pas une filière obligatoire. Et donc, il y a un dispositif. Alors, je ne sais pas si on peut parler de recyclage ou de sous-cyclage, voilà, mais en tout cas, il y a eu un effort de la part des producteurs pour essayer de récupérer et de valoriser au mieux cette matière. Je pense qu'on est encore loin d'un résultat optimum, mais il y a quelque chose qui existe, oui. Quand sortira votre livre? Il est sorti, il est sorti cette semaine, donc vous pouvez le trouver en librairie. Je le montre à l'écran du coup. Je sais pas si, parce que moi je me vois pas. Voilà, vous le voyez à l'inverse. Je répète les noms des deux chercheurs cités pour Paola. Donc c'est Monique Sun comme le soleil, et Rémi Trudel, Trudel. Par contre, je n'ai plus le nom de leur papier de recherche, mais normalement, si vous tapez ces deux noms-là, vous devriez tomber dessus, parce que je crois que c'est le seul papier qu'ils ont sorti ensemble. Un espoir de voir la réglementation 5 flux respectée, des avancées en cours, pas à ma connaissance, pas d'avancée spécifique là-dessus, pas de nouveauté en tout cas. C'est peut-être un point sur lequel les collectivités locales aussi peuvent, dans certains cas, taper du poing sur la table, parce que il y a quand même une partie des déchets d'activité économique qui sont collectés par le service public. Donc, il y a aussi moyen de sensibiliser les élus pour qu'eux-mêmes fassent un petit peu pression sur les commerçants ou les entreprises qui sont collectés par le service public. Après, ça va être plutôt des petits acteurs. Question sur la tarification incitative pour les déchets. Est-ce que c'est une partie de la solution? Oui, en tout cas, c'est quelque chose qu'on préconise, parce que ça a un effet très net. C'est efficace. C'est efficace à la fois pour améliorer le tri et pour réduire les déchets. Parce que du coup, alors en France, souvent c'est une tarification incitative qui ne concerne que les ordures ménagères résiduelles. C'est-à-dire que vous allez payer en fonction de la quantité d'ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire la poubelle non triée, donc vous allez payer en fonction de soit le volume, soit le poids. Alors bien sûr, il y a une base forfaitaire au départ, et puis une petite part variable. Mais dans d'autres pays où c'est appliqué, vous payez aussi pour la poubelle de recyclable. Et je trouve que c'est intéressant, parce que
ça envoie le message que la poubelle recyclable, ça reste aussi du déchet et qu'il faut aussi essayer de la réduire. Voilà, donc oui, pour la tarification incitative, c'est efficace. Il y a beaucoup de retours d'expérience aujourd'hui de collectivités locales à l'étranger et en France qui le font déjà, plusieurs millions de personnes qui sont déjà en tarification incitative. Donc bien sûr, la problématique des dépôts sauvages, etc., qui est souvent évoquée à juste titre, elle existe, mais les retours d'expérience montrent qu'il est possible de l'adresser, enfin de mettre en place des choses pour éviter au maximum ces dépôts sauvages. Et en général, en quelques mois, ça peut se résoudre. Il y a un témoignage qui dit qu'il y a une tarification, enfin dans la collectivité où je travaille, il y a la tarification incitative, les tonnages ont diminué, mais les habitants ont un sentiment d'injustice, car c'est toujours les consommateurs qui payent et non les industriels. Ça, oui, c'est vrai que c'est un élément hyper important. C'est bien pour ça que vous voyez, enfin, nous, notre asso Zero Waste France, et puis l'objectif de ce livre aussi, c'est plutôt de taper un petit peu plus aussi sur les autres responsables et pas juste sur les personnes qui trient pas suffisamment leurs déchets, pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Voilà, après, je n'ai pas de réponse directe à ce témoignage, mais je comprends ce sentiment d'injustice d'une certaine manière. Mais bon, après tout, on porte tous une partie de la responsabilité et une partie de la solution aussi. Donc, on peut, enfin voilà, ça ne me choque pas aussi, enfin que nous, on soit encouragés aussi à prendre nos responsabilités. Question provoque numéro 2. Alors, zut, elle a sauté. Est-ce que finalement, à réclamer des changements radicaux immédiats, ne vous enfermez pas dans les vaines incantations et postures, plutôt que d'essayer d'entraîner le plus grand nombre à des solutions, comportements plus vertueux, étape par étape. Pour moi, les deux ne sont pas contradictoires, en fait. Enfin, en fait, quand les deux ne sont pas contradictoires, oui, bien sûr. Là, ce que je pointe, c'est quand le petit pas devient contradictoire avec la direction dans laquelle on se dirige. C'est pour ça vraiment que je dis que l'idée, c'est pas de dire qu'il faut arrêter de faire du recyclage et que ça sert à rien, et qu'il faut que tout le monde tout de suite, d'un jour à l'autre, passe au vrac ou quoi que ce soit. Non, l'idée, c'est de dire attention, si on met tous nos moyens dans le petit pas et la transition très progressive, ça va pas si finalement cette stratégie, elle est contradictoire avec l'objectif final. Et dans le cas du jetable, pour moi, le fait de tenter de trouver des solutions de recyclage ou d'investir énormément de moyens dans le fait de tenter de trouver ces dispositifs de recyclage, ça ne fait que retarder les choses et empêcher qu'on décide collectivement de mesures, oui, plus radicales, mais plus efficaces surtout, qu'on se pose collectivement la question de savoir ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est important de continuer à avoir ces produits dans des emballages à usage unique, ou est-ce que c'est important pour nous de pouvoir disposer des ressources en plastique pour des usages vraiment extrêmement importants, vitaux demain, et donc de pouvoir avoir une vision de long terme par rapport à ça. À l'inverse de la tarification punitive, quid de la rémunération au retour de déchets comme c'est pratiqué en Asie, etc. Finalement, c'est un petit peu le fait de rémunérer le geste de tri ou d'offrir une gratification quand on trie ou quand on rapporte un déchet. C'est un peu le principe de la consigne pour recyclage du plastique, des bouteilles en plastique qui étaient proposées. C'était vraiment le pari qui était fait. Si vous avez une valeur monétaire qui est donnée aux déchets, il y a plus de chances que les gens le rapportent. Moi, je vois quand même un petit biais à cela, c'est que c'est quand même toujours la même chose. Vous sortez pas en l'occurrence du système de l'usage unique. Donc vous allez à court terme peut-être augmenter la captation des déchets, à court terme peut-être fournir des moyens de subsistance à certaines personnes, encore que, on reste sur des moyens de subsistance hyper précaires. Mais quid de la solution vraiment de long terme, en fait, parce que si par ailleurs vous continuez à accentuer le problème, et c'est le cas du jetable, puisque le jetable continue à gagner du terrain,
ben, en fait, on n'en sort pas. Donc, alors, que la tarification soit incitative ou pas, c'est le consommateur qui paye. La tarification des déchets, oui, et plus il consomme, plus il paye, vice-versa. Cela dit, la tarification incitative, bon, c'était une remarque, c'était pas une question, pardon. Alors, quand changements radicaux immédiats, ben, je pensais à des décisions de changement de modèle d'organisation, notamment si on reprend l'exemple des emballages et du réemploi, de basculer sur des systèmes de consigne ou de choses comme ça. Enfin, les fameux quotas de réemploi, on est là, enfin, voilà, c'est une mesure progressive, hein, mais c'est une mesure radicale parce que la radicalité de cette mesure, c'est de dire il faut arrêter avec l'usage unique, il faut basculer vers du réemploi. Après, voilà, ça reste du progressif puisqu'on imagine des quotas qui augmenteraient chaque année pour laisser suffisamment de temps d'adaptation et de basculement, etc. Je pense qu'il faut peut-être distinguer la question de la radicalité. Oui, il faut des changements de radicalité de la question de la temporalité. Parce que oui, il faut aussi suffisamment de temps d'adaptation. Mais à l'inverse, en face de nous, enfin pour des assos comme Zero Waste France, en face de nous, on a des gens qui au contraire essayent de maintenir le statu quo et de gagner le plus de temps possible. Donc il ne faut pas non plus être naïf par rapport à ces stratégies adverses qui existent et qui sont très efficaces. Et donc pas non plus se laisser balader complètement par des annonces successives qui ne font que s'éloigner petit à petit, enfin que se reculer. Donc voilà. Donc, Flore, il y avait une question Oui. aussi de Michael qui demandait pourquoi les déchets triables ne sont pas les mêmes d'une commune à l'autre. Alors c'est de moins en moins le cas, mais non, il y a encore des différences, notamment en ce moment parce que certaines communes ont basculé dans ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri et d'autres n'ont pas encore basculé dans l'extension des consignes de tri. Donc ça fait qu'il y a encore des différences entre les communes françaises. Donc ça concerne principalement les emballages plastiques parce qu'en fait sur les autres types de déchets en général c'est assez homogène les règles de tri, mais sur les plastiques l'extension des consignes de tri ça veut dire qu'on va trier, enfin on est amené, enfin on est invité, encouragé à trier tous les emballages plastiques, même ceux qui ne sont pas recyclables. Et c'est pas encore appliqué en France, mais ça devrait être généralisé d'ici 2023, donc enfin même 2021 il me semble. Donc on devrait quand même aller vers une homogénéisation. Mais ça me permet d'aborder ce sujet de l'extension des consignes de tri et parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu mentionner d'ailleurs au moment où on parlait des limites de la notion de recyclabilité et du fait que c'était une condition sine qua non du recyclage. Il faut quand même rappeler aussi, et là c'est pas quelque chose qui dépend du citoyen, c'est quelque chose qui dépend des industriels, que la moitié des emballages plastiques mis sur le marché en France ne sont pas recyclables. Donc, alors, on va les trier parce que ça simplifie les choses, parce que comme ça permettra aux gens de se poser moins de questions, mais derrière, une partie ne sera pas recyclée parce qu'il n'existe pas de solution de recyclage. Donc, voilà. J'ai perdu un petit peu le fil là dans les commentaires. Je suis désolée, je commence à fatiguer aussi un petit peu. Ouais, Je vois je vois deux dernières questions. Je pense qu'on va les prendre et après on s'arrêtera là. Donc il y a Claire qui demande si donc qui dit l'interdiction de la vaisselle en plastique devait entrer en vigueur en juin. Est-ce qu'elle l'est? En fait, c'était, enfin, pour une partie de la vaisselle en plastique, c'était même au 1er janvier. Donc, enfin, par exemple, pour les assiettes en plastique, normalement, vous avez, en plastique à usage unique, non compostable, etc. Normalement, il n'y en a plus dans les rayons des supermarchés. Après, la limite de cette interdiction, enfin, qu'on n'a pas forcément à l'esprit, c'est que ça ne concerne que les assiettes, les gobelets, enfin, qui sont en vente au public. C'est-à-dire que ça n'empêche pas les professionnels de continuer à les utiliser et à les utiliser comme vaisselle. Voilà. Ça n'est pas une interdiction qui touche l'événementiel ou des choses comme ça, malheureusement.
Ok. Et il y avait la question sur Nespresso, c'est ça? Ouais, bah, il y a eu pas mal d'échanges. Alors, Je vois plus. sur une étude, pardon, qui dit que le remplacement de tous les emballages en plastique par un autre matériau aurait pour conséquence une augmentation des émissions de gaz à effet de serre 3 à 4 fois plus important. Alors, là, il y a eu quelques échanges là-dessus. Est-ce que toi, tu as un avis sur cette étude? Est-ce que tu la connais? Faudrait voir d'où vient cette étude, qui en sont les commanditaires, quelles hypothèses elle prend comme base, parce que bien sûr, ça, c'est toute la difficulté avec les ACV, les analyses de cycle de vie comparatives, qui sont censées nous aider à déterminer quelle est la meilleure solution ou la moins pire solution. Mais en fait, ils dépendent de plein de paramètres et leur interprétation n'est pas forcément évidente. Il faut faire très attention à justement quel est le scénario d'usage qui est considéré et quels critères, enfin, quels paramètres ont été choisis pour la comparaison. Donc moi, je trouve que, enfin, en tout cas, je pense pas qu'on puisse résumer la situation de manière aussi simple. Parce que alors c'est en plus du coup si elle émane de Plastique Europe, je pense que du coup il y a un petit billet en fait au départ, mais je n'ai pas encore cliqué dessus, mais je vois le lien. Mais après ça va être difficile d'en prendre connaissance et de pouvoir l'analyser aussi vite. Mais voilà, enfin en tout cas point de vigilance sur quels scénarios sont considérés, enfin ils comparent quoi et quoi, parce que évidemment s'ils décident de comparer la bouteille en plastique à usage unique et de choisir comme point de comparaison une bouteille en verre qui serait transportée sur des milliers de kilomètres, qui serait, oui, évidemment, la comparaison, elle ne sera pas en faveur de la réutilisation. Mais en fait, on sait dans quelles conditions le réemploi a du sens. Il faut que ce soit à échelle locale, il faut que ce soit avec des process de lavage optimisés, il faut qu'il y ait suffisamment de nombre d'utilisation de l'assiette enfin, du gobelet, de la bouteille, enfin, pour que ce soit vraiment intéressant. C'est exactement la même question pour les tote bags, les sacs en coton, ou le fait que maintenant ça devienne le goodies, le cadeau, qu'on en a tous 25 chez soi, c'est évidemment pas une bonne chose, parce qu'en fait un sac en coton, il n'aura d'intérêt enfin, son bilan environnemental ne sera positif que s'il est véritablement utilisé des dizaines et des dizaines de fois. Donc, en fait, voilà, on sait dans quelles conditions le réemploi a du sens. Et donc, je pense qu'il faut surtout travailler sur comment on met en œuvre ces conditions. Et voilà, et de ne pas décrédibiliser le réemploi sur la base d'affirmations qui ne sont pas tout à fait réalistes, parce que aujourd'hui, les acteurs qui mettent en place des dispositifs de consigne, ils travaillent évidemment à l'échelle locale ou régionale pour limiter le transport, etc. Donc, ils travaillent tout à fait sérieusement et du point de vue environnemental. Voilà. Ok, merci Flore. Merci Pauline pour le lien. Donc ceux qui étaient intéressés, je vous laisse le consulter et vous faire votre opinion. Carole, peut-être je te laisse clôturer la session. Merci à tous, en tout cas. Et merci à Carole et Lolita pour l'organisation. Merci, Flore, c'était top. Merci à tout le monde, à tous les participants qui étaient là ce soir. Je vous mets dans le chat un lien pour un formulaire de satisfaction. Ça nous aiderait grandement à nous améliorer par la suite si vous le complétez. Donc voilà, j'espère que la conférence était à la hauteur de vos attentes. Et puis si vous souhaitez continuer à nous suivre, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est là où on communique un maximum. Concernant le replay, on ne sait pas encore si on pourra rediffuser, on ne connaît pas la qualité exacte de cette session. Donc vraiment, c'est quelque chose, s'il y en a un, peut-être, et on communiquera sur nos réseaux si c'était le cas. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci encore à Flore pour ces interventions. Bonne soirée.